Dobrý večer. Vítám vás na dnešním autorském večeru, který, alespoň co se týče francouzské části, uzavírá čtvrtý týden festivalu Měsíc autorského čtení. Svou tvorbu vám dnes představí paní Emmanuelle Pirerová, což je francouzská spisovatelka, která žije v Lille a ve Francii vydala 3 knihy, které jsou žánrově velice těžko zařaditelné. Jsou psané prózou, ale jsou velice blízké jak poezii, tak žánru eseje nebo žánru takové určité sociologické sondy. Paní Emmanuelle Pirerová v současné době připravuje svou 4. knihu a také vyučuje tvůrčí psaní. A kromě tradičního psaní se věnuje i různému experimentování s audiovizuální technikou, což uvidíte také v těch ukázkách, které tady budou představeny. Jedná se o různé videoprojekce nebo o kombinaci obrazového materiálu, jiného než video, a mluveného slova. Takže, jak jsem říkala, a kromě toho ještě píše také rozhlasové hry a spolupracuje s rádiovými stanicemi francouzskými. Český překlad těch úryvků, které uvidíte, připravil pan Petr Dittert. A video bude bez překladu, potom jenom přečtu krátký komentář. Jinak paní Pirerová své úryvky ještě komentuje sama, takže se dozvíte, z jakých děl jsou. Dobře, přeji vám příjemný čtenářský a také divácký zážitek tentokrát a nyní přivítejme již paní Emmanuelle Pirerovou. Bonsoir. Je vais lire 2 textes et puis ensuite passer une vidéo. Et je voudrais introduire le premier texte qui s'appelle Kasparov sauvage. C'est un texte qui a été écrit pour la radio. En fait, c'était une commande en 2007 d'une auteure qui s'appelle Cécile Vachebrod, qui va venir la semaine prochaine ici. Dobrý večer. Já vám přečtu úryvky ze 2 textů a potom bude videozáznam. Chtěla bych nejdříve uvést ten první text. Je to text, který se jmenuje Divoký Kasparov. Je to text psaný pro rozhlas na objednávku spisovatelky, která sem do Brna přijede příští týden, myslím, že ve čtvrtek. Je to paní Cécile Vachebrodová a ten text je z roku 2007. Donc Cécile Vachebrod, qui est auteure, a organisé une émission de radio à la radio française France Culture. Cécile Vachebrodová zorganizovala takový rádiový rozhlasový pořad ve rádiové stanici France Culture. Et elle a demandé à une dizaine d'auteurs français d'écrire un texte sur la même journée, la journée du 23 janvier 2007. Et ça s'appelait Une journée comme les autres, c'était une journée banale. Cécile Vachebrodová požádala 10 francouzských spisovatelů, aby napsali text o jednom dni v roce, o dni 23. ledna 2007, a celý ten soubor textů potom byl prezentován pod názvem Den jako každý jiný. Et puis je voudrais juste dire un mot sur le titre, Kasparov sauvage.
J'ai rencontré un jour, Kasparov, c'est donc le joueur d'échecs russe, et j'ai rencontré un jour un documentariste de la télévision française qui faisait un documentaire sur Kasparov. A co se týče toho titulu, toho mého textu, Divoký Kasparov, ten pochází od toho, že jednoho dne jsem se setkala s režisérem dokumentárních filmů, s francouzským režisérem, který točil dokument o tomto slavném ruském šachistovi. Et donc il suivait Kasparov dans le monde entier pour ses tournois d'échecs. Et quand Kasparov allait dans le monde entier pour ses tournois d'échecs, il allait aussi visiter des musées. Et Kasparov a une particularité mentale, c'est qu'il a une mémoire très importante, il est hypermnésique, il se rappelle de tout petits détails, et donc il pouvait mettre en rapport des choses qu'il avait vues sur des tableaux, dans un musée par exemple d'Australie, en rapport avec un musée soviétique, ou avec une sculpture qu'il avait vue ailleurs, ou en France, ou en Amérique du Sud, etc. Donc il faisait des relations entre toutes ces petites choses qu'il avait repérées ici et là, et il déduisait des théories qui étaient parfois un petit peu fausses. A ten dokument spočíval v tom, že režisér následoval Garryho Kasparova na jeho šachových turnajích a po těch turnajích všude po světě navštěvovali spolu také různá muzea, a protože Garry Kasparov má fenomenální paměť, tak potom spojoval to, co viděl v těch muzeích. Například si spojil obraz, který viděl v muzeu v Austrálii, s nějakým jiným obrazem, který viděl ve Francii nebo v Sovětském svazu, a na základě těchto spojení pak vytvářel různé, někdy neúplně správné teorie. Et j'avais trouvé que c'était assez proche de mon travail d'écriture, de prendre des petits détails ici et là, et de les mettre en rapport et de faire des théories un petit peu fausses. A myslím si, že to má souvislost s mým způsobem psaní, který spočívá v tom, že se soustředím na různé detaily, které spolu vůbec nemusí souviset, a vytvářím mezi nimi nevždy správná spojení. Kasparov sauvage. La radio s'allume, il est 7 heures. Attention, je vais maintenant incorporer et retenir l'ensemble du journal. Autrefois, il y avait des études qui démontraient que lorsqu'on écoutait le journal, on ne se concentrait pas assez. On était généralement incapable de citer plus de 2 ou 3 sujets du journal télévisé. Alors qu'aujourd'hui, notre responsabilité mondiale s'est accrue. Je dois pouvoir retenir 95% en une seule écoute. L'information passe à travers nous et s'insinue en profondeur. Il m'arrive parfois de vouloir oublier une chose et de m'en souvenir quand même, tel Kasparov, attendant le prochain tournoi d'échecs. Kasparov et son hypermnésie, visitant les musées du monde entier et produisant des relations fiévreuses entre 1000 tableaux et 1000 objets. Alors, peut-être qu'il va neiger finalement. Nous sommes dans le centre de la France. Je dis ça à ma fille qui vient d'entrer, qui vient d'écouter l'ensemble du journal et d'en incorporer 95%. Elle est encore toute petite, mais à 95%, elle est au courant de la liste des conflits sur le continent africain, des enjeux de la campagne présidentielle, de ce qu'on sent quand on est mort et des activités marrantes qu'on pourra faire dès qu'il va se mettre à neiger. Un coup d'œil par la fenêtre suffit à prouver le taux d'erreur dans les messages reçus. Il ne va pas neiger. Erreur. Il a neigé. Erreur. Il neige énormément. J'aime la grammaire et toutes les conjugaisons. Au petit déjeuner, je fais un discours ultra rapide sur la mort de l'abbé Pierre, un discours limpide et consensuel d'unité nationale. Nous sommes seuls aujourd'hui, cette toute petite fille et moi, dans une maison entourée de neige.
nous installons notre ambiance. Elle me dit que nous sommes des renards orange. Elle me dit qu'elle est celle qui connaît très bien tous les animaux. Hier, nous étions des oiseaux. Elle s'y entend énormément en ambiance. Tu sais que l'abbé Pierre était, paraît-il, un oiseau, un héros religieux, en même temps républicain. Tu vois le pape, tu vois l'idée de la République, tu vois les tentes le long du canal Saint-Martin avec M. Philippe, M. Claude, M. Saïd, qui ont témoigné hier soir à la télévision. En fait, non, elle ne voit pas trop. Elle est allée à Paris 2 ou 3 fois, dont 0 fois au canal Saint-Martin. Depuis plusieurs jours, nous recevons des bulletins d'alerte météo, nous implorant de redoubler de vigilance. Mais plus Météo France a envoyé ses alertes, et moins on s'est méfié de la neige. Et plus on s'est méfié de Météo France. La population locale a fini par croire à une action de propagande pour activer les réservations dans les stations de ski, qui sont, paraît-il, inférieures de 70% à celles de l'an dernier. Je note que le correcteur d'orthographe de Word ignore le mot Saïd et propose de remplacer par Caïd. J'aime le lexique et les erreurs impardonnables de lexique. Nous partons en retard pour l'école. Il est normal d'être en retard quand il neige. Nos mouvements doivent se ralentir, nous évoluons lentement, au hasard, comme disait Darwin. Nous sommes encore plus ou moins des grands singes en après-ski. Et avant, nous étions des poissons, et avant de la végétation, et encore avant de la neige. Nous tombions en flocons énormes, le retard n'était pas un problème, bien au contraire. Le retard était notre mode d'existence, notre manière douce d'arriver au sol. Je puise le retard à la source. Tiens, tu vois ton école républicaine au milieu de la neige. Tu vois l'idée de justice laïque, le CSA et l'équité de temps de parole entre les candidats. Équité n'est pas égalité. Tu sais qu'il y a des nuances subtiles et enthousiasmantes. Et à ce soir, grand oiseau, petit renard, anciennement poisson. Il y a 1 an, quand nous sommes arrivés ici, il neigeait constamment. Nous déneigions tous les jours la voiture. Les anciens locataires, ayant habité cette maison durant 35 ans, s'appelaient Monsieur et Madame Bush. Bush comme une bouche, pas comme le président Bush. La bouche, c'est la bouche. Nous avons laissé en place toutes leurs étiquettes plastifiées. Monsieur et Madame Bush, maintenant, c'est nous. Cette activité de dégivrage de la voiture nous donnait l'impression d'être des universitaires américains de seconde zone, comme dans un roman de Nabokov ou de Don DeLillo. Des universitaires pas exagérément compétents, qui ont quantité d'autres soucis que leur travail intellectuel, à cause de la neige, de leur millier d'affects et de ce genre de maison, dont l'ensemble des caractéristiques techniques, esthétiques, géographiques se couchent en travers et tentent de toute leur force de vous barrer l'accès à la pensée. Pour tenir la journée, j'ai un sac en papier de McDo accroché dans le grand placard de la cuisine. Un sac de Royal Cheese, de Sunday Caramel, de Grande Potatoes. J'adore les hamburgers. Ce goût sucré, salé, où tout est mélangé, selon la logique du lait maternel et de la cuisine romaine. Cuisiner serait mon rêve, bien entendu dans une autre vie. Mais pour l'instant, je suis heureuse avec mon sac en papier suspendu à l'un des crochets qui tapissent les parois intérieures du placard de la cuisine. À 19h, nous prenons un tout petit cheese pour incorporer le journal télévisé. Sur des images d'émeutes, l'envoyé spécial au Liban commente
il y a comme un air d'intifada. Tu entends qu'on a un gros problème avec cette phrase. On ne peut pas du tout dire une phrase du genre « il y a comme un air d'intifada ». Tu comprends que si ça se trouve, ça dénote un gros hic, un dysfonctionnement au service recrutement, ou bien quelqu'un qui s'est emmêlé les pinceaux en rédigeant le programme de l'école de journalisme. Je retourne au placard, fouiller dans mon sac de McDo pour récupérer les desserts. C'est bizarre. Cette profusion de crochets vissés dans les murs du placard. Ainsi était Monsieur Bush, l'adepte du crochet. 35 ans de vie familiale à visser des crochets et à y suspendre les choses de la maison, avec une densité maximale dans les pièces que Monsieur Bush, comme les autres hommes de sa génération, fréquentait assidûment. La cave, le garage et l'intérieur du placard de la cuisine. Il fait nuit. Nous enfilons nos manteaux, nos bonnets en alpaga et nos gants de ski. Dehors, c'est la neige sociale à présent. Les voitures patinent, les bus rentrent au dépôt, personne n'est prêt. Personne n'a obéi aux recommandations de Météo France. Personne ne voudrait se soumettre à une pub pour les stations de ski. Il fait nuit. Nous aidons à pousser des voitures. Nous avançons tranquillement dans la neige. Nous sommes des lamas. Nous sommes des Kasparov sauvages, jouant aux échecs entre deux visites de musée. Nous sommes des centaines de renards oranges, remorquant manuellement nos voitures parmi les flocons. Ça, c'était le premier texte. Et quand tout le monde a écrit son texte sur la journée du 23 janvier, ensuite, ils ont été lus tous ensemble. Donc, ça donnait des idées de plusieurs visions de la même journée à la radio. Takže to byl ten první text, který tedy byl součást toho rozhlasového souboru, který pak dal obraz jednoho dne z různých pohledů, z pohledu různých spisovatelů. Alors, le deuxième texte, ce sont des extraits de ce livre qui s'appelle « Comment faire disparaître la Terre ». A ten další text, to jsou různé úryvky z této knihy, z knihy Jak nechat zmizet zemi. Et je voulais un peu le présenter aussi parce que le livre est un peu spécial. Ce n'est pas une seule, le livre n'est pas comme un roman où il y aurait une histoire qui se déroule. Il y a plusieurs fils avec des thèmes différents et ces fils apparaissent et redisparaissent au fur et à mesure du livre. A tento text bych také chtěla představit, protože ta kniha není klasickým románem, kde by byl nějaký příběh, ale spíš jsou tam různé linie, různá témata, která procházejí celou tou knihou a pak se spojují a tvoří vlastně nit té knihy. Donc il n'y a pas une histoire, il y a plusieurs petites histoires et puis des théories, des réflexions. Takže je zde několik krátkých příběhů, potom různé teorie, myšlenky, zamyšlení. Donc les thèmes par exemple, c'est très divers, ça peut être un exemple. Le fait qu'en France, peut-être qu'ici c'est pareil, il y a eu un moment où les conversations dans les familles étaient souvent des conversations politiques entre hommes, et peu à peu ces conversations politiques se sont transformées en conversations informatiques, au fur et à mesure que les ordinateurs arrivaient dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Jedním z takových témat, o kterém píšu, je například taková skutečnost, která se možná objevuje i tady. A to je ta skutečnost, že jsem si všimla, že v rodinách se dříve často, zvláště mezi muži, mluvilo o politice a postupně se tyto rozhovory změnily na rozhovory o počítačích a informatice.
Et ici, il sera question, il y a plusieurs fils, 3 ou 4 fils qu'on va suivre. Le fil du bonheur et de la maison individuelle, le fil de la femme de 30 ans, et le fil de l'industrie textile. A ty úryvky, které vám zde přečtu, sledují 3 témata, které jsou vybraná z témat knihy. A jedním z těch témat je štěstí a skutečnost, že člověk má nějaký rodinný domek. Dalším tématem je žena, která je 30 let. A třetím tématem je textilní průmysl. Et juste encore une chose, c'est que pour écrire, je me sers de beaucoup de matériaux différents, de matériaux littéraires, comme par exemple Balzac, La femme de 30 ans, mais aussi de ce qui passe à la télé, enfin de toutes les choses sociales, en fait, des articles de journaux, des articles sur la santé, des émissions sur la santé, des choses assez diverses, de matériaux divers. A já když píšu, tak často používám velice různé materiály, jako například tady pro tuto knihu jsem se inspirovala Balzakovou knihou, Balzakovým románem 30letá, ale inspiruji se také tím, co vidím v televizi, co se píše v novinách, sociální situací, různými články nebo pořady o zdraví a podobně. Prostě ty zdroje jsou velice různé. Nous allons traverser le livre. Ça commence dans le début et puis nous traversons jusqu'au dernier texte. Takže první úryvek je z počátku knihy a poslední je z úplného konce a budeme se držet těch 3 témat. Mais très vite. Je to takové rychlý přechod přes tu knihu. Récapitulatif concernant le bonheur. Il paraît que le sujet qui fait le plus rêver les Français est leur habitat. Nous voulons un espace qui nous appartienne, où nous pourrons innover, échapper aux réglementations, choisir librement les couleurs. C'est à cette condition que nous prenons des initiatives et devenons inventifs. Ce rêve récurrent de propriétaire, d'un bonheur en forme de maison avec un jardin, explique le succès de l'émission Du côté de chez vous, une émission française, présentée sur TF1, la télé, par Leroy Merlin, qui obtient un taux de satisfaction proche de 100%. Les architectes sont consternés par l'enthousiasme pour l'habitat pavillonnaire et les tourelles provençales qui humilient leur profession. Deuxièmement, d'un certain point de vue, depuis une trentaine d'années, la femme de 30 ans a entamé une ère de bonheur formidable, qui lui est échue non complètement à l'improviste, mais tout au moins de manière soudaine et surprenante. Autant dire que s'agissant des femmes propriétaires de maisons avec un jardin, le score est presque alarmant pour l'histoire humaine. Les indicateurs ont déjà atteint la cote d'alerte de la joie dévastatrice. Troisième point, le philosophe Épicure, philosophe grec, qui consacra toute son existence à l'élaboration d'une méthode infaillible pour atteindre le bonheur, avait lui aussi établi scientifiquement la nécessité du jardin. Quatrième point. Enfant, j'étais en désaccord avec les opinions de l'époque définissant intérieur, extérieur ainsi que leur rapport. Ces théories étaient injustes et donnaient constamment l'avantage à l'extérieur, alors que d'après moi, bonheur signifiait rester dans la maison, rester à l'intérieur, même s'il faisait beau dehors, même s'il faisait tellement, tellement beau. Le scénario du bonheur 1.
avant d'emménager dans sa brillante et verte conclusion intitulée « Le jardin », où on s'assoit dans l'herbe en mangeant des grillades, Épicure a bâti un gros travail déductif. Il ne pouvait pas affirmer de but en blanc « le bonheur est un jardin pour faire des barbecues entre amis ». Il fallait qu'il commence par faire la démonstration. Épicure rédigea pendant plusieurs années environ 300 volumes. Sa gentillesse le conduisait à rédiger des conclusions provisoires et à les envoyer par courrier à ses amis. Il n'était pas si facile d'être l'ami d'Épicure, malgré les simplifications. Il fallait une grande capacité d'absorption épistolaire. Le philosophe Épicure sélectionnait ses amis par correspondance, en projetant dans leur direction des lettres très riches de sens. Il paraît qu'en Occident, ce sont surtout des hommes qui choisissent leur conjointe par correspondance, sur des catalogues de sites internet. Une épine dans la femme de 30 ans. Il paraît que certains hommes sont déçus par la tournure que prend la femme de 30 ans. Notre mentalité, notre attitude sont décourageantes. C'est le parcours du combattant pour réussir à nous satisfaire. Nous sommes blasés de tout. Nous n'avons pas envie de construire une famille. Nous faisons facilement la tête. Par exemple, lors de sorties. Il y a des Françaises qui parviennent à s'ennuyer à Euro Disney. C'est pourquoi ils préfèrent épouser des jeunes femmes plus exotiques, d'où émane une certaine douceur, une joie de vivre qui sont gaies et travailleuses et ressemblent à des oiseaux chatoyants. La femme de 30 ans. Alors, là, c'est sur le livre de Balzac, La femme de 30 ans. Un jour, Honoré de Balzac rassembla dans un court roman triste et loufoque intitulé « La femme de 30 ans » un ensemble de récits qu'il avait rédigés au sujet des femmes et qui décrivent d'étape en étape la situation sociale et amoureuse de la femme de 30 ans dans les années 1830. L'étrange principe du livre est d'étudier la femme de 30 ans à 20 ans, 30 ans, 40 et 50 ans. Quoique l'héroïne Julie d'Aiglemont vieillisse de 3 décennies dans le cours du livre, elle accumule les années sous le titre générique de « Femme de 30 ans ». À 30 ans, âge situé vers le milieu du livre, car le plus significatif pour les souffrances endurées par la femme, le bilan est catastrophique. Je vous le résumerai à l'occasion si nous sommes en forme. Et cette désastreuse femme de 30 ans, pour qui, partiellement en vertu du déterminisme social, tout va au plus mal, se prolonge de manière complètement illogique jusqu'à la mort. À 40 ans, à 50 ans, déguisée en cheveux blancs, Julie d'Aiglemont est encore la femme de 30 ans. Et à 20 ans, c'est déjà elle aussi qui tire les ficelles et qui par en dessous prend les plus regrettables décisions. On la voit, dès le début, en Miss Catastrophe, n'en faisant qu'à sa tête, se décider justement pour le mauvais mari. On la voit choisir le militaire qu'elle trouve le plus admirable à cheval. Alors qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas un bon critère. Cheval, bouton doré, coup d'œil de Napoléon ne sont rien pour le bonheur conjugal. Balzac avait constaté que femme de 30 ans était un problème qui durait toute la vie. Une casserole que les femmes traînaient de la naissance à la mort. Leur femme de 30 ans stagnait constamment en elle, même à la toute fin de l'existence où elle est encore là, toute plissée en forme de ride. La femme de 30 ans était la tâche qui ne s'en va jamais, une eau sociale indélébile. Un jour,
où je venais de dépasser l'âge de 30 ans, je jugeais qu'il était temps de faire le point et de procéder aux mises à jour de cette théorie. Maintenant, à nouveau, le bonheur et Épicure. Scénario du bonheur. Épicure procéda sans relâche à ses déductions et aboutit enfin à l'achat d'un jardin à Athènes dans le but d'y passer des moments de bonheur avec ses amis. Épicure paya la somme demandée, se fit aider pour le déménagement, puis chercha un titre à donner à sa propriété. Il nomma son jardin le jardin. Selon la technique littérale, à la fois brute et sophistiquée, qu'emploient les collectifs d'artistes quand ils réhabilitent une friche industrielle. Une ancienne usine est appelée l'usine, une boucherie, la boucherie, une mine, la mine, une sphère privée, la sphère privée. C'est-à-dire que l'unique remplace l'indéfini. Enfin, en France, c'est comme ça en tout cas. C'est-à-dire que l'art, qui est plutôt dédié au centre-ville, mais qui a du mal à payer le loyer, quitte le centre-ville, prend ses valises et vient emménager à l'usine. Une ancienne usine entourée de barbelés et d'un grand terrain où peuvent courir les enfants des artistes et les animaux. Et là où auparavant il y avait des milliers d'usines textiles, des milliers de soudeurs avec leurs casse-croûtes de midi, des quantités de friction familiale, il n'y a plus ensuite qu'une seule usine, luisant dans le paysage. Les autres s'éteignent et se rangent gentiment derrière, ce qui évite au groupe social d'avoir trop mal en y pensant. On ne peut pas exiger de l'art qu'il réhabilite la totalité des usines. Il a déjà un travail énorme, les dossiers s'empilent devant lui sur son bureau, on ne le voit déjà presque plus, il est pauvre lui aussi. Il a des quantités de problèmes financiers, pas seulement au point de vue loyer. Quoi qu'il en soit, il produit déjà un premier tour de magie grammaticale. Le tour de magie qui rend unique. L'art est une magie, la grammaire est une magie. À l'école, les cours de grammaire me faisaient déjà ce genre d'effet. Ils me mettaient dans un irrépressible état d'excitation. La grammaire a un impact sensationnel sur l'existant. Elle peut transformer gentiment les relations. Elle peut éteindre toute partie du monde. Gentiment. En classe, je connaissais les réponses à tous les exercices. La réalité était un organigramme magique en plume d'oie. J'étais debout devant ma table, j'avais bien chaud grâce à la grammaire. Je donnais tous les résultats. La suite sur le textile, les usines textiles. Ce qu'il faut savoir pour acheter un pull, 1. Un vrai génie ne s'habille pas en sportswear. La tension psychologique est énorme dans la confection de vêtements. Il paraît que la Chine effraie l'Europe et les États-Unis, et encore plus les pays du Sud, comme le Mexique, les Philippines, la Turquie ou le Bangladesh, auxquels, selon la Chine, il est urgent que le FMI apporte son aide. Tout le monde souhaite fabriquer des pulls et les vendre. Tout le monde souhaite maintenir son usine auprès de soi. La présence des usines, des ateliers de confection, des hangars de conditionnement est une des choses les plus fréquemment désirées au monde. Si s'allumait soudain une lumière aveuglante et que
que de cette lumière, un génie émanait. Devant les gens, ici et là, de par le monde, avec ses babouches, son turban et son manteau satiné, et qu'il disait « Allez-y, faites un vœu, mon cher, et vous serez exaucé. Qu'est-ce qui pourrait faire votre bonheur ?» Eh bien, une proportion considérable de personnes interrogées répondraient « Écoutez, mon gars, je ne sais pas dans quel coin du monde vous vous êtes payé cette tenue de carnaval, ou si vous avez cousu ça vous-même, mais dans le cas où ce que vous voulez, c'est m'aider, moi et les petits, alors faites en sorte que cette putain d'usine de basket reste ici, au pays. » Et pendant ce temps, femmes et enfants contourneraient le génie à la recherche d'une étiquette cousue dans le dos indiquant le lieu de production de ses habits, tirés d'étoffes peu courantes, souples et molletonnées, vertes, dorées, framboises. À entendre ces réponses, ce genre de déclaration faite au génie, on ne reconnaît plus le travail tel qu'il était encore récemment, tel qu'on en avait gardé l'idée. Une chose à fuir, rebutante. Le travail a totalement changé de direction. On dirait plus que les usines et les emplois sont des malédictions et un tuyau déversant un perpétuel ennui sur leurs victimes. Ce qu'il faut savoir pour acheter un pull 2 sur le fait maison. Dans les années 90, juste après les grands remaniements financiers du secteur textile, les travaux manuels, auxquels on s'occupait, en France en tout cas, pour son plaisir, durant les vacances scolaires et les heures de loisirs depuis les années 70, les tricots et les vêtements cousus main se sont trouvés subitement disqualifiés. Il y a un épisode du feuilleton Sous le soleil, feuilleton français qui se passe dans le sud de la France, où Laure, l'une des héroïnes de la série, une figure sérieuse qui fait des études de médecine, mais aussi d'une grande générosité et légèrement déboussolée au point de vue sentiment, Laure croise dans un couloir sa chef de clinique, avec laquelle elle a en général des relations tendues. Laure porte ce jour-là un haut, un top très singulier, qui vient lui être offert par une personne chère. Ce genre de chemisier est original. Il provient de la région supérieure de l'original, à la limite entre haute couture et mauvais goût. Mais ce qui importe alors, c'est la personne qui le lui a offert, qu'elle aime et dont elle acclame l'existence en portant ce haut pour se rendre à son travail. Au moment où Laure passe auprès de sa chef, celle-ci lui dit « Charmant, vous l'avez fait vous-même ?» Ce qui ne signifie pas que la chef apprécie les travaux manuels, mais que pour elle, ce haut ridicule fait hésiter entre l'envie de rire et celle de se mettre en colère. Que couture et tricot maison sont des activités qui n'auraient jamais dû être autorisées à déborder des années 80, et qu'elle n'apprécie pas la vie affective complexe et proche du mauvais goût de sa jeune collègue. En tout, au cours de mon existence, j'ai eu l'occasion de tricoter moi-même 4 pulls, plus une écharpe mauve en laine épaisse à la machine à tricoter. Une laine que je voulais très chaude, mais qui se révéla piquante et trop raide, dans le genre des premières expériences de tricot réalisées par les Gaulois, et que leurs enfants refusaient de porter. Les enfants disparaissaient, s'enfuyaient vers la forêt, ils grimpaient dans les arbres, ils étaient obligés de taper dans leurs mains et de chanter pour se réchauffer, mais ils refusaient de porter ces tricots râpeux. Ils disaient aux adultes « Progressez encore dans votre art, ensuite on rediscute ». Juste avant la date butoir de 1989, je fabriquais aussi, pour partir en vacances, un bikini en coton beige, également à la machine à tricoter.
encore quelques remarques sur la femme de 30 ans. J'ai un souvenir, à la fois vivace et confus, sur lequel il faut que je procède à une enquête car j'en attends beaucoup. Je me souviens que la quasi-totalité des téléfilms diffusés en première partie de soirée et regardés massivement au début des années 90 eurent l'idée de prendre pour rôle-titre une femme de 30 ans dans l'exercice de son emploi. Selon mon souvenir, les héroïnes, blondes ou châtains, éclairaient le décor urbain par leur simple présence. Une femme dans les bureaux de la police, une femme à l'hôpital, une femme au palais de justice. Et l'univers du pouvoir s'illuminait de bureau en bureau, comme une guirlande de Noël. C'était le contraire du genre de star hollywoodienne, qu'on devait autrefois habiller d'une robe noire, haute couture, installée dans un fauteuil blanc et éclairée sous différents angles pour qu'on voit apparaître sa physionomie magique. Dans les années 90, la luminosité commença à émaner de l'intérieur. Les femmes n'étaient plus censées avoir besoin de projecteurs. Elles éclairaient par elles-mêmes. Elles étaient devenues comme des lampadaires. Et celui qui éclaire un lampadaire de l'extérieur prouve qu'il n'en a pas compris le fonctionnement. C'est en plaçant l'une de ces héroïnes, préalablement vêtue de vêtements achetés en grande surface, debout devant un rayon de grande surface, qu'on peut mesurer sa luminosité intérieure. Quoique rien ne la distingue de l'environnement, on la repère pourtant parmi les produits. On repère sa discrète incandescence, son entêtement incandescent pour apparaître dans le décor. Ainsi advenait luminairement la femme dans les années 90, un accomplissement démocratique de l'humanité, au moyen des seules forces internes, du pédalage intérieur et de la dynamo intérieure. Et puis le dernier texte. Poslední text. Ce qu'il faut savoir pour acheter un pull. Parmi mes réalisations dans le secteur textile, la tentative la plus osée fut en fin de compte le bikini, en fil de coton, que je réalisais à la machine à tricoter, en y travaillant toute une journée, plus la nuit suivante, parce que je voulais l'emporter dans mes bagages pour partir en vacances. Il avait une place à tenir dans ma collection de vêtements de piscine. Il devait être l'accessoire habillé, peu pratique mais hautement excentrique, qui est parfois une nécessité quand on est en congé. Quand j'eus passé le chariot pour tricoter le dernier rang et couper le fil, j'eus l'impression que quelque chose clochait. Mais une fois enfilé le haut et le bas, silence de 40 secondes, je compris que c'était l'ensemble qui clochait. Il y a ensuite une annexe vidéo de cette lecture. A k tomuto čtení, k tomuto úryvku je tady ještě video, které je jakoby prodloužením toho, co jsem četla. Ce sont deux petits clips vidéo sur l'intelligence des femmes. Jsou to dva videoklipy, které se týkají inteligence žen. C'est un test de QI. Deux tests de QI. Jsou to dva IQ testy.
parce que on était, surtout les brunes, victimes d'une forme d'imprégnation par le diable. La lessive était la discipline pour laquelle on était particulièrement doué. Fillettes, nous avions une crise en découvrant que nous n'avions pas de pénis. On voulait, à notre mère, nous avons fait femmes et non hommes. Au début du XXe siècle, on dénombra les génies présents sur le sol britannique. Eh bien, sur 1030 génies, seulement 55 étaient des femmes. Jenom pro ty, kteří nerozuměli francouzsky, vám přečtu ten komentář, ten text. My ženy, a zvláště brunety, jsme totiž byli ďáblova stvoření. Měli jsme zvláštní nadání pro praní prádla. Jako malé jsme prodělali krizi, když jsme zjistili, že nemáme penis a hněvali jsme se na své matky za to, že jsme se narodili jako ženy a ne jako muži. Na počátku 20. století proběhlo ve Velké Británii sčítání géniů. Ukázalo se, že pouze 54 z celkového počtu 1030 géniů byly ženy. Alors, ensuite, il y a aussi une autre vidéo, mais peut-être c'est un peu long, j'ai l'impression que c'est la lecture. Peut-être l'autre vidéo dure 9 minutes et elle a été traduite. Alors, on peut la passer maintenant ou bien peut-être plus tard, je ne sais pas comment vous pensez. Takže ještě mám připravenou videoprojekci, to video trvá 9 minut a obávám se, aby to nebylo moc dlouhé. Zdá se mi, že to čtení bylo trochu dlouhé, tak jak myslíte, je to v pořádku? On fait passer la vidéo. Takže promítáme video. En fait, là, je suis en train d'essayer de dormir. En fait, là, je suis en train d'essayer de dormir. Je vous parle un peu. J'y arrive pas, je vous parle un peu. C'est qui sur cette photo? Sur cette photo, c'est Anna. C'est une amie suédoise qui fait du cinéma. Et elle fait aussi partie de ma collection de secours. Suédoise qui fait du cinéma. Sur cette photo, et elle fait aussi partie de ma collection de suédoise. Et elle fait aussi du cinéma. Et sur cette photo, elle va bientôt mourir. Sur cette photo, c'est qui? C'est moi, Agnès. Et je ne vais pas mourir suédoise. Elle fait aussi du cinéma. Je vais juste bientôt dormir. Mais elle est malade, ça se voit. Je suis habillée, elle va bientôt mourir par Bosson. Et sur cette photo, c'est Elodie. C'est aussi une amie qui fait du cinéma. Elle est habillée, c'est qui? C'est moi. L'équipe des Verts et je ne vais pas mourir, je vais juste bientôt dormir. Comme suédoise habillée, ça fait donc Anna et Agnès. Et comme française, ça fait par Elodie et moi. Et sur cette photo, c'est Agnès dans aussi une amie qui fait du cinéma. En fait, là, Agnès essaye de mourir. Mais elle n'y arrive pas. Et ça lui cause beaucoup de soucis. Elle est habillée par l'équipe des Verts de Saint-Étienne. Ça fait donc... Ta ozvěna by tam být neměla, takže nevíme, jestli to je problém na tom DVDčku. Já nevím, co s tím mám dělat. Rozumí tomu někdo? Moment, ne? Já vím, no, já ten zvuk jde sám. Évidemment, donc...
ještě jednou. En fait, voilà ce qui s'est passé. Tak ještě jednou. Agnès est malade et elle est très proche de la mort. Mais elle ne sait pas comment faire pour mourir. Évidemment, dormir c'est déjà compliqué et donc mourir c'est encore pire parce qu'il faut laisser tomber son corps complètement. Et ça, on a du mal à l'accepter au début. Mais heureusement, Anna, qui est la servante d'Agnès, vient dans le lit d'Agnès et elle se déshabille et la prend dans ses bras et de cette manière, Agnès réussit tranquillement à mourir. Pourquoi je suis dans un lit? Parce que si je suis dehors, ça fait un peu bizarre. Vous voyez? Enfin, Agnès réussit tranquillement à mourir dans un premier temps. Parce qu'ensuite, même une fois qu'Agnès est morte, elle ne réussit toujours pas à s'échapper d'elle-même. Alors c'est ça qu'il faut faire pour dormir et pour mourir. Il faut échapper à soi-même. C'est ça qui est difficile. Donc Agnès est complètement affolée. Elle appelle ses sœurs à l'aide. Mais ses sœurs n'ont aucune idée de la manière dont on doit procéder pour bien dormir et bien mourir en totalité. Et heureusement, x2. Anna vient à son secours et c'est pour ça qu'elle se déshabille une deuxième fois. Et elle la tient à nouveau dans ses bras tout le temps qu'il faut pour mourir jusqu'au bout. Donc je me suis dit, c'est vraiment beau et pratique, et même si je suis beaucoup trop jeune pour mourir, j'ai quand même bien besoin de dormir. Et alors j'ai fait entrer Anna dans ma collection, qui est une sorte de collection trousse de premier secours et trousse de dernier secours. Donc, sur cette photo de ma collection, c'est Anna, mon assistance humaine. Et sur cette photo de ma collection, c'est Stilnox, mon assistance chimique. Eh bien, EP est dans son lit pour vous faire une bed conférence au moyen de son bed micro. Je ne devrais pas vous le dire, mais en fait, mon micro est en bois. Je l'ai fabriqué moi-même en sciant le manche de mon balai, car ça n'allait pas. Vous voyez? Pourquoi je suis dans un lit? Eh bien parce que c'est l'hiver et parce que je pense que pour qu'un écrivain commence à écrire, il faut quand même un peu de chaleur. En gros, si on attire un écrivain vers le sud, on le fait parler, et si on le repousse vers le nord, on le fait taire. Et donc, je suis au nord, j'ai froid et j'hiberne en attendant le printemps. Sur cette photo, c'est qui? Sur cette photo, c'est Élodie, c'est une star très connue du porno. Un jour, je l'ai vue à la télé. Elle était coiffée avec des couettes et quand elle penchait la tête d'un côté et de l'autre, ça lui donnait un air coquin. Je précise que comme Anna et comme Stilnox, Élodie fait partie de ma collection d'assistance. Car Élodie aide beaucoup les gens. Elle les aide à bien dormir et à bien mourir. Eh bien, aujourd'hui, Élodie est habillée parce qu'elle passe à la télé en compagnie de sa maman pour parler de son métier. Mais normalement, bien sûr, quand elle fait son métier, elle se déshabille elle aussi. Aujourd'hui, je suis habillée parce que je suis à la télé pour vous parler de mon métier d'écrivain. En fait, à mon avis, on n'a pas besoin de tant que ça se déshabiller pour faire écrivain. Voilà ce que je voulais déclarer.
Parce qu'en réalité, on prend plus de plaisir quand on détourne l'attention et quand on tourne autour du pot que quand on tombe dedans, comme ça par exemple. Il s'introduisit en elle par une poussée rectiligne irrésistible que rendait facile l'absolue rigidité de son pénis aussi bien que l'humidité de la chair. C'est pas mal, mais c'est pas non plus génial. En fait, Élodie explique qu'elle ne prend pas de plaisir dans son métier. Elle ne fait ça strictement que pour l'argent. Elle est vraiment professionnelle. Elle gagne de nombreux prix pour les films dans lesquels elle a tourné. Et ça, c'est vrai parce que sa maman, à côté d'elle, approuve. Et c'est vrai aussi malgré les témoignages des acteurs hommes de films porno qui prennent beaucoup de plaisir et qui pensent que tout le monde, comme eux, prend beaucoup de plaisir. Évidemment, les acteurs hommes sont si enthousiastes qu'ils ont oublié la subtilité du paradoxe du comédien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à Élodie, j'ai eu une révélation sur la nécessité du comique dans la vie. Un jour, dans le sud de la France, j'ai doublé une petite voiture dans laquelle j'ai cru la reconnaître. J'étais complètement exaltée par le comique de la situation. Aussitôt après, j'ai pensé que c'était peut-être pas elle, et même certainement pas elle. Mais me suis-je dit, c'est ça qui est tellement drôle, c'est que j'ai imaginé que c'était elle, alors que c'était n'importe quel clone du sud de la France, coiffé avec des couettes. Ce qui est tellement drôle, c'est cet écart de la star imaginaire à la non-star réelle. Et hop, je ris. En fait, ce qui était nettement plus drôle, c'était que j'avais doublé une star du porno. Mais ça, je n'ai pas compris tout de suite. Merci beaucoup de votre lecture et aussi de vos intéressantes projections vidéo. Et maintenant, on va donner la place au public pour poser des questions. Takže děkujeme za čtení a za videoprojekce a pokud máte dotazy, tak je můžete nyní položit. Dobrý večer. Čekal jsem 6 vteřin. Já to nevydržím. Včerejší čtení vašeho kolegy bylo taková symfonie a vaše dnes tak trochu, bych řekl, jako vystřelování šípů. Máte velmi rychlý projev, rychlé oči. Chtěl bych se vás zeptat, když si tak vybíráte ty témata, čím žijete dnes, jaká témata vás teď, dnes, včera, předevčírem vyostřila, tak abyste opět připravila něco ze svého spisování. A možná, že tady za pobyt v Brně vás něco zaujalo, co byste mohla improvizovaně charakterizovat. J'ai dû attendre pour poser cette question. Et, je voudrais juste dire que la lecture que nous avons vue hier, c'était un peu comme une symphonie. Par contre, ce que vous avez lu aujourd'hui, c'était très rapide. Vous parlez très rapidement
vous avez des yeux très rapides aussi. Et je voudrais vous demander quels sont vos thèmes actuels, qu'est-ce qui vous a frappé dernièrement, hier ou avant-hier, sur quoi vous voudriez écrire. Et est-ce que vous avez vu ici à Brno quelque chose que vous pourriez caractériser comme ça, en improvisant? Ça, c'est difficile. En ce moment, j'écris un livre que j'ai beaucoup de mal à écrire et qui s'appelle Féerie générale. Et comme peu de choses sont féeriques ces temps-ci, eh bien, il se transforme sans arrêt en foire internationale. Na úvod, kdo by mi pomohl s překladem féerik, féerie? Takže to je těžká otázka. Já v současné době píšu knížku, která se mi píše velmi těžko a její název by byl Féerie générale, tedy obecná nebo všeobecná pohádka. A myslím si, že v současné době je velice málo pohádkových věcí, že ze všeho se stává takový mezinárodní veletrh. Et pour ce qui est du voyage, je ne sais pas encore. Mais de plus en plus, les remarques internationales m'intéressent. Petit à petit, je les intègre dans l'écriture, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Et donc, certainement, quelque chose va ressortir. Peut-être le rapport entre le château et le fait que c'était une grande prison. Pardon. Ah, si, ce matin, j'ai vu quelque chose, oui. J'ai vu une maison qui m'a rappelé le Japon, parce qu'il y avait un jardin et que dans la maison, enfin autour de la maison, et que ce jardin se prolongeait dans les lignes du paysage. Voilà. Et au Japon, il y a des modes de jardin. Je pense qu'ici, c'est pas forcément la règle, mais au Japon, il y a des jardins comme ça. Il y a un petit jardin très travaillé, et les lignes ou les masses intègrent ce qu'on voit derrière. Voilà. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour écrire un livre que ce soit comme un petit jardin et que ça puisse intégrer les lignes du monde derrière. Co se týče mého pobytu tady v Brně, tak zatím nevím, ale musím říct, že čím dál častěji se inspiruji různými tématy, která jsou více mezinárodní, což předtím nebylo možné. Ale tady v Brně, no tak třeba bych mohla uvést to, že tady máte zajímavý zámek, který dříve byl vězením, já se omlouvám, ale to mě zaujalo, hrad, pardon, Spielberg. A ještě jedna věc, dnes ráno jsem viděla takový rodinný domek, kolem kterého byla zahrada, která velice hezky zapadala do okolní krajiny a to mi připomnělo Japonsko, kde často jsou takové malé zahrádky, které jsou velmi propracované, velmi pěstěné a zapadají do okolní krajiny. Tak třeba to mě zaujalo. Bonsoir, merci. Takže začal bych u Spielbergu, když paní spisovatelku, ten náš brněnský hrad tak okouzí, tak bych chtěl jenom upozornit, že by jako spisovatelku mohlo zaujmout to, že když se kdysi před 20 lety vyvolávalo v Čechách Václav Havel Náhrad, tak že to má trochu jiné souvislosti, než když by se to též křičelo v Brně někdo na Spielberg, protože pak buď to může jít o akci moravských nacionalistů až separatistů, anebo se tím může myslet právě to vězení, které tam někteří ještě pamatují z dob barokních. Pak se chtěl zeptat, aby byla otázka, tak budou dvě. První otázka je na vztah paní spisovatelky k národu moravskému a druhá otázka je, protože je jedinou spisovatelkou tady na festivalu, která se narodila v Auvergne, tak jestli nám může něco říct o
stereotypech, literatuře, o organizacích spisovatelů, básníků a vůbec životě v Auvergne velice rychle. Donc, en guise d'introduction, je voudrais faire une petite remarque sur le château de Spielberg, ici à Brno. Donc, je voudrais juste vous dire qu'il y a 20 ans, à Prague, au cours de la révolution de velours, on criait Václav Havel au château pour qu'il soit président, pour qu'il aille au château de Prague. Et ici, à Brno, cela aurait une signification tout à fait différente. Cela pourrait faire allusion aux séparatistes ou nationalistes moraves ou bien avoir des connotations encore plus intéressantes vu qu'il y avait la prison au cours du baroque. Et maintenant, pour passer aux questions, ma première question c'est quel est votre rapport, votre relation à la nation morave? Et la seconde question, j'ai vu que vous êtes la seule écrivain qui est née en Auvergne. Donc je voudrais savoir qui est venu ici, donc je voudrais savoir quels sont les stéréotypes auvergnats. Si vous pouviez nous dire quelque chose sur la littérature en Auvergne, sur les organisations des écrivains et des poètes qui sont là-bas et de la vie en Auvergne en général. Si vous avez les séparatistes ou nationalistes auvergnats, comme dans chaque pays. Et s'il y en a, donc je voudrais leur adresse. Alors, sur la nation morave, je dois poser une question parce que je ne comprends pas la question. Pour moi, il y a la République, je connais très mal, hein. Pour moi, il y a la République tchèque, et dans la République tchèque, il y a la Moravie, la Silésie, la Bohême. D'accord? Alors, nation morave, c'est quoi? C'est juste une région de la Moravie ou c'est l'ensemble que vous appelez morave? A co se týče toho moravského národa, tak na to bych se chtěla zeptat, protože se v tom nevyznám. Já vím, že je tady Česká republika a v rámci České republiky je tady Morava, Slezsko a Čechy. A tím moravským národem to myslíte přesně co? Další čtení, tak nezlobte se, Roberte, moravským národem, to se pokoušíme zjistit už několik let. To by byla dlouhá odpověď, zřejmě, tak jenom pokračujeme dále. Už bude to další čtení, tak já se na to úplně nerozmělím. Tak komplikované otázky. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour traiter la question en profondeur, ce serait trop long, donc il faudra passer à l'autre question. Je peux quand même répondre en fait. C'est que ça vous concerne. C'est qu'en fait, je n'ai pas du tout de relation avec la nation morave, que ce soit la région ou l'ensemble, je n'ai aucune relation. Et je trouve que c'est grave et que c'est embêtant. Et parce que nous sommes l'Europe ensemble. Alors je voulais vraiment vous remercier de faire votre festival et d'inviter des auteurs français chaque jour. Voilà. Juste, je regrette de ne pas pouvoir comprendre, de ne pas avoir pu comprendre la lecture tchèque hier et donc qu'elle n'ait pas été traduite en français. Je comprends que c'est déjà un effort tellement énorme de traduire tous ces auteurs, d'inviter un auteur par jour. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Alors je voulais dire que maintenant je connaîtrai un petit peu mieux. Tak já přece jenom odpovím na tu otázku. Já nemám k moravskému národu vůbec žádný vztah. A myslím si, že je to vážné a že to je špatné, je to nepříjemné. A proto jsem velice ráda a chtěla bych vám poděkovat za to, že organizujete tenhle festival. Je mi líto, že jsem včera nerozuměla českému čtení, ale velice vás obdivuji a chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za to, že organizujete takový festival, protože obdivuju tu obrovskou práci, jakou představuje pozvat každý den 2 spisovatele po dobu celého měsíce. Já jsem ráda, že jsem sem byla pozvaná, protože tak budu mít alespoň nějaký vztah k moravskému národu. Et aussi, parce que j'ai l'idée que la littérature, ça invente de nouvelles formes d'imaginaire. Voilà.
Donc je connais bien la littérature française. Je cherche beaucoup, contrairement à M. Fleischer qui était là hier et qui ne se préoccupe pas, enfin il se préoccupe de ce qui existe dans les champs de l'art, de l'art, art visuel et cinéma actuel, mais pour la littérature, il est dans un autre rapport, il disait directement plutôt relié à Kafka. Moi, je m'occupe beaucoup de la littérature contemporaine en France et je trouve qu'on manque de traduction de ce qui se passe de plus expérimental dans les différents pays. Voilà. Donc je suis toujours en train de chercher ça. Parce qu'il me semble que c'est l'imaginaire qui passe par la littérature. Il invente de nouvelles formes d'existence, il invente de nouvelles compréhensions du monde et que c'est ça dont on a besoin en ce moment. Jinak já si myslím, že literatura vytváří nové formy fantazie a představivosti. Já osobně se velice zajímám o francouzskou literaturu, dobře ji znám, čtu i současnou literaturu, na rozdíl od pana Fleischera, který se zabývá také audiovizuálními technikami, ale tak ten čte spíše autory středoevropské z té linie kafkovské. Já si myslím, že v současné francouzské literatuře a literatuře vůbec je málo překladů a že trochu postrádáme zkušenosti z jiných zemí. A myslím si, že je to škoda, protože to by tu naši představivost obohatilo a mohli bychom tak vytvářet nové formy v reakci na literatury v jiných zemích. Juste sur l'Auvergne. En fait, l'Auvergne, c'est vraiment au centre de la France. Donc c'est là que je suis née. J'y ai beaucoup vécu quand même. Et il y a beaucoup de montagnes et de campagnes et de volcans. Auvergne je v samém středu Francie, já jsem se tam narodila a žila jsem tam poměrně dost dlouho. Je to kraj hornatý, je tam spousta vesnic, jsou tam také sopky. Et donc c'est très bien pour, quand on veut écrire, pour le temps de se former, pour le temps de lire beaucoup, pour le temps de formation de l'auteur. Je l'opposerai à Paris en fait. Bon, maintenant j'habite à Lyon. Mais à Paris, il y a vraiment deux France. Il y a vraiment Paris et le reste. C'est très centralisé. Et à Paris, tout le monde a un avis sur les choses, tout le monde est très savant. Et il faut le temps d'apprendre à l'extérieur de Paris, il me semble. Et aller à Paris ensuite, c'est mieux. De ne pas être dans les débats tout de suite, des débats très contemporains qui ont lieu à Paris. Myslím, že Auvergne je velice dobrý kraj pro vzdělání, pro to, aby spisovatel načerpal inspiraci, přečetl si něco, na rozdíl od Paříže, bych to tady chtěla zdůraznit. Já v současné době žiju v Lyonu, ale v Paříži jsem také byla a myslím si, že Paříž a zbytek Francie, to jsou dvě úplně odlišné reality. V Paříži mají všichni na všechno názor, všichni jsou strašně chytří. A já si myslím, že pro spisovatele je možná lepší nejdříve být někde jinde a pak teprve potom přijet do Paříže, z toho prostředí. Dobrý večer, chtěla jsem se původně zeptat, jestli vás také inspiruje třeba jenom náhodné slovo nebo věta, ale ještě chci dodat asi tak posledně tento festival. Už trvá 11 let a je to největší literární festival České republiky, nikoli regionu. To chci zdůraznit. Donc la dernière question. Bonsoir. Je voudrais vous poser la question si il vous arrive de vous inspirer par un seul mot ou par une seule phrase. Je voulais juste souligner concernant ce festival qu'il est organisé ici à Brno depuis 11 ans déjà. C'est le plus grand festival non seulement dans la région mais également en République tchèque. Donc revenons à la question. Later.
un seul mot ou une seule phrase. En fait, ce qui m'inspire, c'est les discours, c'est le langage. Vas-y. Slovo nebo věta mě inspirují řeč nebo promluvy a jazyk jako celek. Parce que je n'ai pas beaucoup de rapport avec le réel. Et quand j'étais enfant, je m'ennuyais beaucoup, jusqu'à 6 ans, et je ne comprenais rien, je crois. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand j'ai su lire, tout s'est éclairé. Protože já nemám příliš silný vztah ke skutečnosti. A třeba když jsem byla malá, tak jsem vůbec nic nechápala. Až do 6 let, kdy jsem se naučila číst, kdy se mi najednou všechno vysvětlilo, vyjasnilo. Et du coup, je suis très sensible au schéma, au langage, aux explications. Par exemple, quand je suis devant un paysage, je regarde le plan, je regarde le schéma au lieu de regarder le paysage. Takže mám velkou slabost pro schémata, pro jazyk a pro vysvětlování. Například, když se dívám na krajinu, tak a je tam nějaký plánek, tak já se spíš dívám na plánek, než abych se koukala do krajiny. Alors, du coup, la source d'écriture vient du fait que je reçois beaucoup les discours, toutes les choses qui se disent sur un sujet, mais très souvent, ces discours sont à plusieurs niveaux, philosophiques ou esthétiques ou télévisuels ou journalistiques, et toutes ces différentes dimensions se contredisent. Et ça me fait beaucoup souffrir. Alors, je remets tout ça en bazar, en désordre, et je recrée un ordre autrement qui me convient mieux. Já velmi absorbuji různé promluvy, ať už se jedná o to, co říká filozofie, co říká estetika, co se říká v televizi nebo co se píše v novinách. Pro mě jsou to různé rozměry té samé promluvy, ale trpím z toho důvodu, že je v tom obrovský nepořádek, že každý z těch zdrojů říká něco jiného. Takže já se snažím z toho nepořádku udělat svůj vlastní řád. Donc, merci beaucoup, Madame Virer, c'était la dernière question. To byla asi poslední otázka, tak já nevím, jestli na to ještě máme čas, nebo bohužel už jsme vám chtěli poděkovat paní pisovatelce. Tak ještě tu jednu otázku. Donc, merci beaucoup de votre lecture et de vos réponses. Et la dernière question, on va la poser après parce que c'est l'autre écrivain qui va venir. Merci beaucoup à vous.